Dans lequel un professeur nous invitait à essayer de réfléchir à cette question, à laquelle vous avez sans doute été invité à réfléchir vous aussi. Si un arbre tombe dans la forêt et que personne n'est là pour entendre cette chute, est-ce que l'arbre fait du bruit ou non? Je ne répondrai pas à la question ce soir. Une chose que je sais, c'est qu'un journal qui n'aurait pas de lecteur ne serait pas un journal, lui. Et un journal qui n'aurait pas les soutiens qui se manifestent ce soir ne serait pas le Diplo. Donc merci beaucoup de permettre au Diplo d'être le Diplo. Je partage avec le plus grand des bonheurs la célébration du journal ce soir et avec la plus grande simplicité parce que je ne considère pas que le Diplo soit mon journal ou que ce soit le journal de l'équipe actuelle. Le Diplo, c'est un joyau qui nous a été transmis par les gens qui l'ont façonné. Et notre responsabilité, c'est de le transmettre à notre tour dans un état au moins aussi bon que celui dans lequel il nous a été confié. Et réellement, je pense que ça ne serait pas possible sans le type de soutien et d'appui qui se sont manifestés ce soir. Merci beaucoup. Donc ce soir, je vais essayer de parler de ce désordre dans l'ordre international que nous constatons, dont on entend parler. Un désordre qui se manifesterait par les velléités guerrières de Vladimir Poutine en Ukraine, dont on nous explique qu'elle serait motivée par sa seule volonté de laisser libre cours à ses ambitions expansionnistes. Un désordre dont on sent de plus en plus qu'il est associé à une autre menace, la menace de la Chine. Et ce que l'on nous dit en substance, c'est que depuis assez longtemps, Pékin déploierait une stratégie pour renverser l'ordre mondial. Rien moins, selon les intellectuels les plus en vue, qu'une feuille de route, je les cite, vers le pouvoir mondial. Michael Pillsbury, qui était l'architecte de la politique chinoise de l'ancien président américain Donald Trump, estime même de son côté que Pékin dispose, je le cite, d'une stratégie secrète, une stratégie qui aurait été préparée dès 1949, c'est-à-dire lors de la proclamation de la République populaire de Chine, et suivie méthodiquement depuis, une stratégie donc sur un siècle qui serait destinée à aboutir à la suprématie chinoise en 2049. Rapporté à la France, cela voudrait dire qu'en France, par exemple, on pourrait imaginer d'avoir une stratégie qui aurait été conçue à l'époque de Vincent Auriol et que tous les présidents de la République s'emploieraient à suivre très servilement depuis. La raison pour laquelle cette menace est si pesante, nous explique-t-on, c'est qu'elle émane d'un homme, Xi Jinping, que les Échos nous présentent comme le roi rouge tant son pouvoir est étendu. Alors on pourrait ouvrir une parenthèse et s'étonner que les Échos s'alarment très peu du pouvoir très étendu du président de la Ve République en France, qui peut par exemple déclencher une guerre sans en référer au Parlement, mais ça intéresse assez peu les Échos. Xi Jinping donc chercherait, et là je cite CNN, à remodeler le monde. La première question que je voudrais traiter ce soir est quel est donc cet ordre international dont Pékin menacerait l'existence. Et dans ce qui suit, je voudrais m'intéresser aux aspects économiques et, comme vous le verrez, géopolitiques de la nature de cet ordre international. Alors, comme bien souvent, il existe plusieurs façons de raconter l'histoire de cet ordre international, celle qu'avancent les vainqueurs des combats qui ont eu lieu lors de la construction de cet ordre, donc le récit des dominants, et un autre. Et à l'image des ricochets d'une pierre que l'on lance à la surface de l'eau, il existe des points de contact entre les deux récits, mais des points de contact qui soulignent autant des proximités momentanées qu'une différence irréconciliable. L'histoire consacrée nous explique qu'à la suite de la Deuxième Guerre mondiale, le monde s'est rassemblé dans une petite ville des États-Unis, Bretton Woods, pour jeter les bases d'une coordination économique mondiale garantissant que le doux commerce prémunirait à tout jamais la planète des soubresauts meurtriers qui avaient marqué le XXe siècle. C'est ainsi, nous explique-t-on,
que furent créés le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Et si les États-Unis jouent un rôle de premier plan dans ces institutions, c'est qu'ils étaient le pays le plus fondé à guider le monde vers la lumière et la béatitude. Maintenant, l'autre histoire, celle qui n'est pas destinée à aider les enfants à s'endormir le soir. Elle débute bien avant la conférence de Bretton Woods, par un revirement américain. À l'issue de la Première Guerre mondiale, le président américain Woodrow Wilson s'était déclaré, je le cite, peu intéressé par les questions économiques. Le contexte à l'époque était celui d'une politique étrangère américaine, marquée par l'isolationnisme. Tout change lorsque les États-Unis entrent en guerre à partir de 1941 contre les puissances de l'Axe. À l'époque, le soleil se couche sur l'Empire britannique, qui est affaibli par la guerre. Il se lève sur l'autre bordure de l'Atlantique. Delano Roosevelt déclare en 1942, je le cite, « Nous avons tiré les leçons des erreurs passées. Cette fois-ci, nous saurons mettre à profit la victoire. » La même année, les magazines Fortune, Times et Life publient une déclaration commune appelant, je les cite, « un nouvel impérialisme américain », dont l'objectif serait, je poursuis la citation, de promouvoir l'entreprise privée en levant les barrières à son expansion naturelle, en créant un contexte expansionniste dans lequel les tarifs, les subventions, les monopoles, les régulations du travail contraignantes et tous les autres obstacles peuvent être gommés. Fin de citation. C'est dans ce contexte qu'a lieu la conférence de Bretton Woods de 1944. Si les discours qui y sont prononcés sont truffés de termes tels que coopération, réciprocité, coordination, la réalité est tout autre. Les États-Unis détiennent à l'époque les 2/3 des stocks d'or de la planète. Ils contrôlent plus de la moitié de la production globale. Dans ces conditions, explique un géographe, Richard Pitt, le pays le plus puissant, les États-Unis, peut, je le cite, utiliser le système pour placer les nations économiquement plus faibles sous sa tutelle. Voici le contexte qui préside à la création de la Banque mondiale et surtout du Fonds monétaire international. La tutelle des États-Unis est telle qu'alors que Bretton Woods prétend éradiquer les actions unilatérales de tous les pays, Washington décidera seul de mettre à terre le joli édifice qu'il avait façonné lorsqu'il deviendra plus avantageux pour les États-Unis de le faire, au début des années 70. Mais pour expliquer l'alignement de planètes qui conduit au revirement américain à partir des années 70, je dois faire un petit passage par la technique économique. J'espère être bref. Tout effort de coordination économique entre différents pays soulève une difficulté qui a été théorisée par un économiste assez célèbre, Robert Mundell. Mundell montre qu'on ne peut pas atteindre en même temps les 3 grands objectifs des politiques monétaires, qu'il faut en choisir 2 et en laisser une de côté. Les 3 grands objectifs que l'on souhaite en général obtenir sont 1. L'autonomie des politiques monétaires. Chaque pays veut pouvoir présider aux décisions monétaires qui lui bénéficient le plus. 2. La fixité des taux de change. Chaque pays veut pouvoir commercer avec un taux de change fixe et ne pas avoir à recalculer la valeur de sa monnaie par rapport aux autres. 3. La liberté des mouvements de capitaux, qui, dans une logique capitaliste, permet de favoriser les investissements. On ne peut pas avoir ces 3 objectifs réalisés en même temps. Mundell parle d'un triangle d'incompatibilité. Dans le contexte qui fait suite à la Deuxième Guerre mondiale, l'ensemble des participants a mesuré que la guerre des taux de change et les soubresauts de la finance ont favorisé l'éclatement du conflit. C'est pour cette raison que Bretton Woods opte pour le dispositif jugé le plus favorable à un commerce paisible. Il choisit donc l'autonomie des politiques monétaires et la fixité des taux de change. Conclusion, les capitaux n'auront pas la possibilité de circuler librement. C'est ce choix qui conduit bien des années plus tard l'ancien ministre de l'économie grec, dont vous vous souvenez peut-être, Yanis Varoufakis, a expliqué que le projet initial du FMI reposait, je le cite, sur une idée fantastique puisqu'il s'agissait de remettre dans sa lampe
le mauvais génie financier qui avait plongé le monde dans le chaos. Alors, pourquoi diable les États-Unis auront-ils décidé quelques années plus tard, quelques décennies plus tard, de faire voler en éclats ce pacte de stabilité? Pour plusieurs raisons, mais l'une d'entre elles est que ce pacte de stabilité s'avérait en réalité très instable. Et là encore, il faut rentrer un peu dans la tuyauterie monétaire. En 1944, lors de Bretton Woods donc, certains pays, dont le Royaume-Uni, qui était représenté par l'économiste John Maynard Keynes, proposent la création d'une monnaie commune. Cette monnaie aurait permis de coordonner les politiques monétaires tout en offrant à chaque nation la possibilité de conserver un fort degré d'autonomie. Elle aurait également conduit à partager les responsabilités entre pays créditeurs et pays débiteurs. La logique à l'époque rappelle un peu celle que l'on avait connue lors de la crise grecque. Vous vous souvenez sans doute des leçons de morale économique que l'Allemagne passait à la Grèce. L'Allemagne, pays créditeur, expliquait que la faute de la crise incombait aux Grecs qui auraient trop dépensé. C'est une erreur économique colossale qui était mise en évidence en 1944. Dans un système fonctionnel, il ne peut y avoir de créditeurs à un niveau trop important, il ne peut y avoir de débiteurs à un niveau trop important. Le système imaginé par Keynes prévoyait une responsabilité partagée entre pays créanciers et pays débiteurs. Les États-Unis ne veulent pas entendre parler d'un tel système. Ils imposent, à la place de la monnaie commune, la détermination de tous les taux de change, de toutes les monnaies, par rapport au dollar, s'arrogeant ce que le général de Gaulle appellera le privilège exorbitant des États-Unis, qui leur permet de financer leurs dettes en imprimant des billets. Sauf que ce mécanisme pose un problème. Il s'accompagne de la promesse par les États-Unis de changer les billets détenus par les pays étrangers en or à tout moment. C'est le principe de convertibilité. Or, l'objectif des États-Unis à Bretton Woods est de faciliter le redémarrage de l'économie. Parce que l'économie américaine, elle a été assez peu touchée, ils ont besoin de vendre leurs produits. Ils cherchent donc à émettre des dollars, à faire circuler des dollars à travers toute la planète, notamment à travers des plans comme le plan Marshall, de façon à ce qu'on puisse leur acheter leurs produits. Sauf que les dollars qui commencent à circuler atteignent un niveau préoccupant, comparé au stock d'or que détiennent les États-Unis. Il faut dire aussi qu'à l'époque, dans les années 60, les multinationales américaines commencent à investir beaucoup à l'étranger, et puis le conflit au Vietnam coûte de plus en plus d'argent et conduit les États-Unis à émettre beaucoup de dollars. En 1965, le général de Gaulle, encore, appuie là où ça fait mal aux États-Unis en exigeant des États-Unis qu'ils remboursent en or les billets verts détenus par la France. Ça passe très très mal à la Maison-Blanche et on appelle à l'époque, on surnomme de Gaulle Goldfinger parce que le film de James Bond Goldfinger venait de sortir à la même époque. Si d'autres dirigeants politiques que de Gaulle avait cherché à faire la même chose, les États-Unis connaissaient la banqueroute. C'est ce qui conduit, le 15 août 1971, le président américain Nixon a décrété unilatéralement la fin du système imaginé à Bretton Woods, a pulvérisé tout seul dans son coin ce qui avait été créé collectivement bien que sous hégémonie américaine. Il annonce que les dollars ne seront plus convertibles en or. Et puisque les intérêts de Washington ont changé, que Wall Street commence à souhaiter voir circuler les capitaux beaucoup plus facilement, Washington, dans son coin, impose une nouvelle configuration du triangle de Mundell dont j'ai parlé tout à l'heure. Il souhaite la libre circulation des capitaux et conserver l'autonomie de leur politique monétaire. Il n'y aura donc plus de parité fixe des taux de change. Bretton Woods, dans un premier temps, s'était assuré qu'il n'y aurait plus de guerre des monnaies. Désormais, on remet au marché la responsabilité de mesurer les monnaies les unes par rapport aux autres. C'est le retour de ce qu'un autre économiste, Galbraith,
surnomme ou appelle le grand casino monétaire, le mécanisme même qui avait conduit au soubresaut qui avait précipité la guerre. Le nouvel ordre international décidé unilatéralement par Washington ne repose plus sur un projet de stabilité sous hégémonie américaine, mais sur un projet de libéralisation des échanges sous hégémonie américaine. C'est l'époque où, à travers le FMI, dont le rôle change de garant de la stabilité à père fouettard de la nouvelle doxa, les États-Unis imposent à la planète ce qu'on décrira bientôt comme le consensus de Washington. L'expression consensus de Washington apparaît en 1989 sous la plume d'un économiste britannique qui s'appelle Williamson. Elle décrit un corpus d'idées applicables d'Anchorage à Vladivostok, d'Oslo à Johannesburg, indépendamment de la nature des pays. Et à l'image de ces retables qui coiffent l'autel des cathédrales, le consensus de Washington, le nouveau credo économique mondial, comporte 3 volets. Volet 1, financiarisation et dérégulation des économies. Volet 2, promotion du commerce international. Ce qui va permettre, par exemple, de cultiver en Argentine des poires qu'on va empaqueter en Thaïlande. Volet 3, ralliement d'un nombre toujours plus grand de pays au sein de la communauté du libre-échange, dont les États-Unis fixent presque seuls les règles de conduite. C'est cette logique, ce volet 3 du consensus de Washington, qui conduit le président américain Bill Clinton, à plaider pour l'entrée de la Chine au sein de l'Organisation mondiale du commerce. Il explique, devant le Congrès américain auquel il demande l'approbation de ce tournant géopolitique. Je le cite. « Il s'agit de notre plus grande chance de favoriser un changement positif en Chine depuis les années 70, quand le président Nixon s'est rendu sur place. En rejoignant l'OMC, la Chine n'accepte pas uniquement d'importer plus de nos produits, elle accepte d'importer l'une de nos valeurs les plus chères à notre démocratie, la liberté économique. » Voici à grands traits la genèse et la nature de l'ordre international dans lequel nous vivons depuis les années 70. Voici l'ordre international qui se trouverait aujourd'hui menacé par la Chine, une Chine dont on imaginait pourtant que cet ordre serait en mesure de l'intégrer en son sein. Et par quels moyens est-ce que la Chine chercherait à détricoter l'ordre international? Eh bien, principalement à travers son projet de nouvelle route de la soie. Alors, ce projet a été lancé en 2013 par le président Xi et il vivote pendant plusieurs années avant qu'on en donne une première définition très floue. Je la cite. « Renforcer la connectivité régionale et embrasser ensemble un avenir plus radieux. » Mais ce projet flou se caractérise quand même par des investissements qui aujourd'hui s'élèvent à presque 1 000 milliards de dollars. Pour différents think tanks occidentaux, comme l'Australian Strategic Policy Institute, le projet, sous sa définition très amène, viserait en réalité à soumettre les partenaires de Pékin à travers, je le cite, le piège de la dette, afin de doter la Chine d'une sphère d'hégémonie. Et ce que je voudrais essayer de montrer brièvement ici, c'est qu'à mes yeux, cette analyse du projet des nouvelles routes de la soie, découle d'une analyse erronée, d'une lecture erronée de l'histoire récente de la Chine. Notamment depuis le processus de réforme que connaît le pays à la suite de la mort de Mao en 1976 et de l'arrivée aux manettes du pays de Deng Xiaoping en 1978. À cette époque-là, le pays est en proie à une guerre de succession. Deng Xiaoping profite de cette crise pour discréditer le successeur appointé par Mao avant son décès. Le programme de réforme économique, c'est-à-dire de rupture avec la planification très orthodoxe qu'incarne la succession de Mao, le programme de Deng Xiaoping vise en partie à entretenir la concurrence, la compétition avec son adversaire politique. Contre le bloc des héritiers de Mao, qui lui résistent et qui plaident pour l'industrie lourde, pour la planification, Deng mise sur la décentralisation et sur les réformes de marché. La décentralisation lui permet de grignoter un pouvoir qui était concentré à Pékin, en le disséminant dans les provinces. Les réformes de marché permettent de donner des incitations, parfois sonnantes et trébuchantes,
à tout un tas de dirigeants politiques locaux qui sont invités à procéder à des expérimentations économiques dans le domaine de l'agriculture, de l'industrie et du commerce. Les provinces prennent le processus économique en charge de façon progressive et accrue. Le gouvernement central voit ses tâches reléguées au grand pilotage macroéconomique, les taux de change, les taux d'intérêt. Ce qui fait que, petit à petit, les provinces, agissant chacune de leur côté, entrent en concurrence les unes avec les autres. Des économistes ont fait le calcul. En 1997, 20 des 30 provinces chinoises souhaitent en même temps développer leur propre industrie automobile, de sorte que le pays affiche 122 lignes de production, dont 80% produisent moins de 1000 véhicules par an. Dans un tel contexte de divergence de chacune des provinces les unes avec les autres, la Chine abrite bientôt des systèmes économiques extrêmement différents d'un côté du pays à l'autre. Les provinces de la côte déroulent le tapis rouge au capital étranger, dont l'influence est de plus en plus présente sur le pilotage économique. Les provinces de l'intérieur, elles, se montrent plus soucieuses de l'économie locale, des entreprises locales, qu'elles veulent protéger de la concurrence. La décentralisation conduit même les provinces à organiser leur propre pilotage de leur politique étrangère, à signer des accords avec d'autres pays, de sorte qu'émerge une paradiplomatie pilotée directement au niveau local. Sauf que ces provinces ont pour seule boussole politique les intérêts économiques de leurs acteurs économiques, pas du tout une diplomatie, un projet diplomatique, une stratégie qui serait réfléchie depuis Pékin. Parallèlement à ce processus de décentralisation, les grandes entreprises chinoises voient leur mission transformée. On leur demande dorénavant de n'avoir pour seul objectif que de financer leur propre activité. Dégagés de leurs obligations d'emploi à vie, de protection sociale, les acteurs économiques se voient donc confier une mission qui réorganise leur perspective. On est donc loin, me semble-t-il, de l'image d'un Xi Jinping tout-puissant, façonnant seul la stratégie géopolitique de son pays. En réalité, après des décennies de ce processus de fragmentation, d'internationalisation, de décentralisation, les dirigeants chinois ne tiennent plus la barre seuls. Au contraire, explique un chercheur, Lee Jones, je le cite, ils utilisent divers mécanismes pour orienter, et le mot est mis entre guillemets sous sa plume, pour orienter les autres acteurs du parti-État dans les directions qu'ils ont identifiées. Mais avec des directives qui sont suffisamment floues pour offrir un espace d'interprétation, de négociation, de dialogue avec les étages subalternes. Il arrive même que des politiques émanent d'initiatives locales qui remontent jusqu'au sommet et sont à ce stade promues comme des politiques nationales. Ce contexte, à mon avis, invite à une lecture sensiblement différente de celle qu'on nous propose du grand projet de nouvelle route de la soie. En réalité, ce projet agglomère des dizaines d'initiatives préexistantes à l'émergence même du label Nouvelle Route de la Soie. J'ai fait le calcul pour un pays d'Asie centrale, le Kirghizistan. 8 des 12 projets signés entre Pékin et le Kirghizistan ont été signés avant 2015, c'est-à-dire avant le lancement officiel de l'initiative. L'idée d'incorporer au sein d'une même plateforme ces différents projets promus par des entreprises qui agissent de façon très autonome, cette idée de transformer ces projets ces initiatives en projets arrive par la suite, dans un second temps. Et elle s'explique aussi par le fait qu'au cours des années 2000, la Chine connaît un processus d'internationalisation de ses investissements colossal. Après la crise financière de 2008, pour résister à l'effondrement des économies, Pékin opère un gigantesque plan de relance. Il investit des centaines de milliards au niveau des provinces, au niveau des entreprises. Les provinces elles-mêmes peuvent réinjecter ces sommes dans tout un tas d'activités dont le seul objectif est de créer un tout petit peu de croissance à un moment donné. D'où un constat absolument vertigineux. Entre 2011
et 2013, c'est-à-dire en 4 ans, la Chine a utilisé plus de ciment que les États-Unis au cours du XXe siècle. Plus de ciment que les États-Unis au cours du XXe siècle. Ça vous donne une idée de la masse de liquidités qui ont été émises pour relancer l'économie chinoise. Sauf qu'au bout d'un moment, lorsqu'on déverse autant d'argent sur un pays, les espaces où on peut investir commencent à devenir trop peu nombreux. Il faut donc internationaliser ces investissements. C'est une logique très connue en régime capitaliste et pour laquelle le géographe David Harvey a même imaginé un terme, special fix, une solution spatiale. Lorsqu'on n'a plus assez d'espace où investir sur son territoire, on doit investir à l'étranger. Eh bien, c'est ce que réalisent les entreprises chinoises à travers le projet des nouvelles routes de la soie. Loin de naître donc, à mes yeux, d'une vision stratégique, trouvant mille et une traductions sur le terrain, les nouvelles routes de la soie résultent de la juxtaposition de projets dont la motivation première n'est pas diplomatique, mais économique. De sorte que l'on pourrait dire que le projet des nouvelles routes de la soie, plutôt que d'inaugurer un nouvel ordre économique mondial, démontre que la Chine s'est parfaitement insérée dans l'ordre économique mondial promu par Washington. D'où cette question. Pourquoi, dans ces conditions, si Pékin se comporte comme une capitale capitaliste parfaitement alignée sur l'ordre international promu par Washington, pourquoi l'inquiétude des États-Unis aujourd'hui? Eh bien, peut-être parce que l'ordre international promu par Washington se compose à la fois d'une architecture, le néolibéralisme, et d'une hiérarchie. Si Pékin menace moins l'architecture de l'ordre international qu'on ne le craint à Washington, puisque finalement Pékin se comporte comme un pays capitaliste, son poids ébranle mécaniquement la hiérarchie dans l'ordre international. Or, entre hiérarchie et architecture, le cœur de Washington ne balance guère. De sorte qu'on observe, depuis quelque temps, un basculement de la part des États-Unis qui, me semble-t-il, est passé trop inaperçu. Le 27 avril 2023, c'est un conseiller à la sécurité nationale des États-Unis qui éclaire le basculement de la politique économique américaine. Il profite d'une invitation à s'exprimer devant la Brookings, une institution, un prestigieux think tank aux États-Unis, pour formuler ce qui me semble être un tête-à-queue idéologique. Je le cite. « Les chocs combinés de la crise financière et de la pandémie ont mis à nu les limites des présupposés sur lesquels repose la politique économique américaine depuis le début des années 70. La libéralisation des échanges, je le cite, une promesse non tenue. La théorie du ruissellement, une machine à creuser les inégalités, avec son cocktail de baisse d'impôts, d'amputation des dépenses publiques, de concentration du secteur privé et d'affaiblissement du mouvement ouvrier. » C'est toujours lui qui parle. La quête de croissance à tout prix, un prétexte pour privilégier certains secteurs de l'économie contre la finance, alors que d'autres secteurs essentiels s'atrophient. Et le conseiller à la sécurité des États-Unis de conclure, l'heure d'un nouveau consensus de Washington a sonné. Washington se soucierait-il désormais des victimes du néolibéralisme et du libre-échange? Je ne crois pas. Mais les États-Unis constatent peut-être que la liberté économique a propulsé la Chine au rang de première puissance économique mondiale en parité de pouvoir d'achat. Quant au libre-échange, il a offert à Pékin la possibilité d'acquérir puis de développer des technologies qui menacent désormais l'avance américaine. Jack Sullivan, conseiller à la sécurité, explique encore, je le cite, « Nous avons pris conscience du fait que nos efforts implicites ou explicites visant à façonner ou à transformer la République populaire de Chine, depuis plusieurs décennies, n'ont pas été couronnés de succès. L'urgence, poursuit-il, serait désormais de protéger nos technologies fondamentales. » En 2000, Bill Clinton estimait qu'il était faux de suggérer qu'il faut choisir entre la sécurité économique et la sécurité nationale. Sullivan proclame désormais le contraire. Je le cite. «
Le monde a besoin d'un système économique international adapté à notre sécurité nationale. En d'autres termes, les États-Unis souhaitent désormais changer l'architecture de l'ordre international afin de ne pas en modifier la hiérarchie, celle qui les place tout au sommet de la pyramide. Dans ces conditions, accuser la Chine de menacer l'ordre international permettrait à Washington de justifier une nouvelle décision unilatérale de changer les règles du jeu. Où l'on mesure que, pris comme un ensemble de règles, l'ordre international ne cesse d'évoluer, mais interprété comme la stratégie de Washington visant à asseoir sa propre hégémonie, eh bien, il n'a pas bougé depuis 1944. Je vous remercie.